Bonsoir, chers participants. Voilà, donc bienvenue pour ce webinaire. Désolée pour les quelques minutes de retard. Donc voilà, moi je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations en Suisse romande. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour donc suivre la conférence de la doctoresse Caroline Pau, donc sur la thématique du microbiote intestinal et de la sclérose en plaques. Donc là, je vais très brièvement vous montrer le programme. Vous allez avoir une demi-heure de conférence devant vous. Donc, on va se connecter avec Madame Pau tout à l'heure. Et à la fin de la conférence, moi, je vais me reconnecter avec elle pour voilà, que vous puissiez poser vos questions en direct par écrit. Donc pour ça, vous avez tout en haut à droite de votre écran, vous avez une petite flèche orange et si vous cliquez dessus, à l'intérieur, il y a un onglet questions et c'est par ce biais-là que vous pouvez faire parvenir vos questions. Donc Madame Pau vous répondra en direct et puis on aura 10-15 minutes pour ça. Et ensuite, moi, je vous donnerai juste les derniers détails sur les prochains webinaires avant qu'on termine aux alentours de 17h45. Voilà, donc en tout cas, moi je vous souhaite un très bon webinaire. Et puis, donc là, on va juste se connecter avec Madame Pau. Donc, bonne soirée et à tout à l'heure. Voilà, Parfait, je ne sais pas si bonsoir. vous voyez. Oh, oui, alors on vous voit. Bonsoir, bienvenue. On vous voit, on vous entend. C'est tout parfait comme ça. Parfait. On voit ma présentation ou... Alors, pas encore. Donc là, je vais mettre vos slides directement. Voilà. Et puis, vous pourrez montrer votre écran comme ça. Oui, c'est tout bon. Tout le monde verra votre écran. Voilà, on voit votre présentation, c'est parfait. Donc voilà, moi je vais vous laisser la parole et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors, bonsoir, c'est un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui le microbiote et la sclérose en plaques. Alors, attendez, je vais juste cacher un petit peu ça. J'espère que vous voyez juste mes diapositives. Très bien, donc c'est un plaisir aujourd'hui de vous parler du microbiote intestinal et de la sclérose en plaques. Donc effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Caroline Pau, je travaille comme médecin associé au service de neurologie dans l'unité de neuroimmunologie et sclérose en plaques. Et ce domaine, le microbiote intestinal, est un domaine qui m'intéresse particulièrement, tant au niveau de ma pratique clinique, mais également au niveau de la recherche, car je suis aussi médecin clinicienne chercheuse et je travaille, et un des sujets de recherche que nous conduisons dans mon laboratoire est justement sur le microbiote intestinal. Alors, une petite introduction, si les diapositives veulent bien passer. Attendez, j'arrive pas à passer la diapositive suivante. Voilà. Excusez-moi. Voilà. On va y arriver. Donc, le microbiote intestinal, vous avez probablement vu beaucoup de publications dans les journaux qu'on lit tous. Les bactéries qui nous gouvernent, le charme discret de l'intestin, une jeune chercheuse qui a écrit justement tout un livre sur le sujet. Nos amis les bactéries, vous avez sûrement entendu aussi les bactéries intestinales, nos deuxième cerveau. Donc, est-ce que ceci est intéressant au niveau de la sclérose en plaques? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on doit agir aussi? Et je pense que c'est sûrement les questions que vous aurez à la fin. Alors, qu'est-ce que le microbiote intestinal? Donc, quand on parle du microbiote intestinal, c'est équivalent à la flore intestinale. La flore intestinale, ça comprend, entre autres, des bactéries, aussi les virus et puis probablement des champignons dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Mais si on regarde que les bactéries, c'est environ 1 à 2 kilos de bactéries dans notre corps. Donc, c'est pas négligeable. Et si on regarde en termes de nombre de micro-organismes, on a plus de 100 000 milliards de micro-organismes dans nos intestins, c'est-à-dire presque plus de 10 fois plus de bactéries dans les intestins qu'on a de nombre de cellules dans notre propre corps. Il y a énormément d'espèces, donc il y a plus de 1000 espèces bactériennes.
Donc, il y a environ, si on regarde rien qu'au niveau du génome, c'est vrai, quand on a séquencé le génome humain en entier il y a quelques années, on pensait qu'on allait découvrir toutes les maladies ou comprendre toutes les maladies, mais aujourd'hui, on se rend compte que ça dépasse largement le génome humain. Et si on regarde que pour cette interaction entre le microbiote intestinal, il y en a plus de 3 millions de gènes qui sont seulement liés à ces bactéries intestinales. Donc, est-ce que la flore intestinale, avant d'aller tout de suite sur la sclérose en plaques, est-ce que ça a été étudié ou est-ce qu'on en a parlé dans d'autres maladies? Alors, une des maladies dont on a beaucoup étudié la flore intestinale ces dernières années, et ça de nombreuses années avant de s'intéresser dans le domaine de la sclérose en plaques, c'est l'obésité. Donc, une des façons très intéressantes d'essayer de distinguer entre la composante purement génétique ou la composante environnementale ou également de la flore intestinale, c'est d'utiliser, de prendre avantage de patients ou de personnes, de jumeaux en fait monozygotiques, c'est-à-dire de jumeaux qui ont exactement les mêmes gènes. Et puis, par exemple, on regarde s'ils sont discordants pour une maladie ou une autre. Si on prend l'exemple de l'obésité, donc si vous prenez ici un exemple, deux jumelles, dont une jumelle monozygotique, elles ont exactement le même bagage génétique. Mais une jumelle est mince alors que l'autre jumelle est obèse. Et si vous les regardez, en fait, essayez de prédire si une des jumelles va devenir obèse. Si vous regardez les gènes, ce sera très difficile de prédire, vous aurez peut-être une indication. Mais si vous regardez la flore intestinale, vous allez tomber beaucoup plus juste dans cette prédiction que juste au niveau des gènes. Donc, dans l'obésité, on a montré, il a été étudié depuis quelques années maintenant, qu'il y a en fait un déséquilibre de la composition du microbiote, ce qu'on appelle une dysbiose. Donc, quand le microbiote intestinal est perturbé, le terme qu'on utilise, c'est justement cette dysbiose. Et ce qu'on a vu, c'est que chez les personnes qui avaient une obésité versus celles qui n'en avaient pas, ou chez la jumelle obèse versus celle qui n'était pas une jumelle, eh bien, il y avait une dysbiose, une flore intestinale qui était différente entre les deux. Mais est-ce que c'est juste une conséquence d'un autre phénomène ou est-ce que ça peut avoir un lien causal? Donc pour ça, ce qui est fait dans les expériences plutôt animales, ici, si vous prenez des souris en fait qui sont élevées dans un milieu où il n'y a pas du tout de germes, ce qu'on appelle des germ-free en anglais, donc c'est-à-dire que des souris qui ont grandi dans un milieu complètement aseptique. Si vous leur transférez en fait des selles d'une personne qui n'est pas obèse, qui a un poids normal, la souris elle va avoir un poids normal. Par contre, si vous lui transférez les selles d'une patiente obèse ou de la jumelle obèse, la souris va devenir obèse. Et si au contraire vous transférez à une souris des selles d'une souris qui est en sous-poids, la souris va perdre du poids. Donc là, on voit en tout cas sur l'exemple que je vous donne sur l'obésité ou sur le poids, qu'on arrive à transférer la susceptibilité d'une souris à devenir obèse ou au contraire trop mince, rien qu'en faisant une transplantation fécale. Maintenant, est-ce que ceci peut être aussi associé à d'autres maladies, comme des maladies neurologiques? Donc, si on prend aujourd'hui la sclérose en plaques, est-ce qu'on peut voir un phénomène similaire dans la sclérose en plaques de ce que je vous ai montré comme exemple dans l'obésité? Donc ici, la question, c'est est-ce que dans la sclérose en plaques, donc là, vous voyez un cerveau d'une personne avec une sclérose en plaques, ces plaques blanches que vous voyez ici, alors vous ne les voyez pas dans le cerveau d'une personne pas atteinte de sclérose en plaques. Est-ce que si on regarde la flore intestinale de ces deux personnes, y aura-t-il une différence? Donc les études dans la sclérose en plaques et la perturbation de la flore intestinale, elles sont relativement récentes. Quand on parlait de l'obésité, ça fait plus d'une décennie qu'on a beaucoup fait de recherches dans ce domaine. Les premiers papiers, les premiers articles qui sont sortis dans le domaine pour la sclérose en plaques, c'est en 2015. Un des premiers qui a publié une différence dans la flore intestinale entre un patient qui a une sclérose en plaques ou un participant qui n'a pas de sclérose en plaques, c'est au Japon, c'est l'équipe du professeur Yamamura, qui est un médecin aussi neurologue au Japon, et qui a regardé dans 40 selles, donc 40 selles de personnes participantes qui n'avaient pas de sclérose en plaques versus 20 personnes qui avaient une sclérose en plaques. Et c'est les premiers qui ont pu montrer qu'il y avait une différence de la flore intestinale entre ces deux groupes. En 2016, un autre grand groupe, donc là c'est aussi pour vous montrer que c'est pas seulement sur un continent ou un pays, mais vraiment des groupes importants. Le premier au Japon,
Le deuxième, ici à Boston, à Howard, le professeur Weiner a aussi montré qu'entre des personnes qui avaient une sclérose en plaques et des participants qui n'avaient pas de sclérose en plaques, il y avait une altération de la flore intestinale. Ce qu'il a aussi pu montrer, c'est qu'il a été un peu plus loin que le groupe de Yamamura, donc les études japonaises. Il a montré que ça avait aussi une corrélation, une implication sur la réponse immunitaire chez les personnes qui avaient une sclérose en plaques. Maintenant, on n'a toujours pas compris, je ne vous ai toujours pas montré si dans la sclérose en plaques, cette perturbation de la flore intestinale, c'était une conséquence, ou bien est-ce qu'il peut y avoir aussi un rôle causal, comme je vous ai montré pour l'obésité. Donc là, effectivement, l'idée, ce serait de faire la même expérience que celle que je vous ai montrée en début de présentation avec des souris qui avaient une susceptibilité pour l'obésité. Si vous transférez des selles d'une personne qui n'a pas de sclérose en plaques ou d'une personne qui a une sclérose en plaques à des souris qui ont une prédisposition à développer des maladies neuro-inflammatoires, va-t-on arriver à promouvoir en fait la maladie rien que par un transfert de selles. Alors, ceci a été fait, cette expérience a été faite par un groupe allemand cette fois-ci. Donc, vous voyez, on change de nouveau de continent, on arrive en Europe pour vous montrer que c'est vraiment une recherche qui a l'air, des données qui ont l'air quand même consistantes entre les différents continents. Donc ici, ils sont partis d'abord sur un modèle de souris, tout simplement. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont développé un modèle de souris qui avait une susceptibilité de développer une maladie neurologique, qui est un modèle de sclérose en plaques, ce qu'on appelle l'EAE, qui est l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale. Ici, si vous mettez ces souris dans un environnement normal, donc dans une animalerie normale, ce que vous voyez, c'est qu'après environ 10 semaines de vie, les souris commencent à développer des symptômes neurologiques, donc elles tombent malades. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre de semaines après la naissance et versus l'apparition des premiers symptômes neurologiques. Et vous voyez, dans le groupe des souris qui sont dans une animalerie normale, que les souris tombent malades et qu'après 30 semaines de vie, à peu près 80% des souris ont développé des symptômes neurologiques. Par contre, si vous prenez les mêmes souris puis que vous les mettez dans un environnement complètement stérile, ce qu'on appelle ici germ-free, vous voyez qu'il y a après 10 semaines, 20 semaines, 30 semaines ou 40 semaines, pratiquement aucune souris qui sont tombées malades. Peut-être une, mais largement moins que les souris qui sont dans un environnement, dans une animalerie propre mais normale. De plus, si vous prenez les selles de ces souris qui sont malades et que vous les transférez dans l'animalerie, dans l'environnement uniquement stérile, donc vous colonisez ces souris après 6 à 12 semaines de vie, donc c'est une transplantation fécale, vous arrivez à transférer le risque de développer la maladie chez les souris. Donc ici, en tout cas dans le modèle souris-souris, on peut voir que ça n'a pas l'air d'être seulement une conséquence, mais ça peut aussi avoir un rôle causal, et que si vous transférez les selles d'une souris malade à une souris qui est dans un environnement stérile, cette souris va tomber malade. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la même chose en prenant des échantillons des selles humains et les transférer dans la souris et voir si on arrive à reproduire le modèle que je vous ai montré pour l'obésité au début de la présentation? Donc ça, c'est le même groupe en Allemagne qui a trouvé des jumeaux discordants pour la sclérose en plaques. Donc en Allemagne, ils ont réussi à trouver, comme je vous ai dit pour l'obésité, des jumeaux dont un avait la sclérose en plaques et l'autre n'avait pas la sclérose en plaques. Et c'est des jumeaux monozygotiques, donc ils ont exactement le même bagage génétique. À savoir que pour la sclérose en plaques, si vous avez deux jumeaux, il n'y a qu'une chance sur 5 en fait que les deux aient la sclérose en plaques. Donc effectivement, ça laisse un grand rôle aux facteurs environnementaux dans cette maladie. Donc ici, de nouveau, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les selles du jumeau malade ou du jumeau pas malade et les ont transférées dans le modèle de souris que je vous ai présenté juste avant. Et ce que vous voyez, c'est quand ils ont transféré les selles du jumeau qui n'était pas malade, il y a à peu près 20-30% des souris qui ont développé des symptômes neurologiques. Par contre, quand ils ont transféré les selles du jumeau qui avait une sclérose en plaques, alors là, vous avez pratiquement 70 ou 80% des souris qui sont tombées malades. Donc, une différence statistiquement différente des souris qui ont reçu des selles du jumeau qui n'avait pas la sclérose en plaques. Donc, comme pour l'obésité, on voit que
En tout cas, le transfert fécal, le transfert de sel, peut induire ou peut promouvoir l'apparition des symptômes neurologiques. Maintenant, que se passe-t-il dans les intestins? Jusqu'à présent, c'est que des corrélations. On montre qu'on peut transférer une maladie, mais on ne sait pas ce qui se passe. Le système digestif, il faut comprendre que c'est un tube énorme, très grand. Si on ouvre notre système digestif et qu'on déplie toutes les villosités qui sont à l'intérieur de notre intestin, on arrive à la taille d'un terrain de football. Et sous ce terrain de football de cellules d'interface avec l'extérieur, donc aussi avec la flore intestinale, eh bien vous avez énormément de cellules immunitaires. Donc ici des lymphocytes, des macrophages, toutes ces cellules en fait qui sont importantes et impliquées dans la physiopathologie, dans le déroulement de la maladie de sclérose en plaques. Donc ici une étude qui a été effectuée par nos collègues italiens, le professeur Comi. Il a été plus loin que les deux ou trois études que je vous ai montrées avant. Il s'est dit maintenant, si les patients ont une dysbiose intestinale, donc un changement de la flore intestinale, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réponse immunitaire dans les intestins? Donc, il a de nouveau réussi à recruter des participants sains, des participants avec une sclérose en plaques. Il a été faire en fait une œsogastroscopie, c'est-à-dire qu'il est descendu, ils sont allés faire des biopsies dans le début de l'intestin, donc ils sont allés dans l'estomac, puis juste après dans le duodénum, et ils ont été prendre une petite biopsie de cet intestin. Ils ont regardé ce qui se passait au niveau de la réponse intestinale. Ils l'ont comparé avec les résultats de sang. Ils ont regardé plusieurs populations de cellules, mais ce qu'ils ont trouvé de façon très intéressante, dans le sang, ils n'avaient pas beaucoup de différence entre les cellules inflammatoires chez des personnes contrôle ou des personnes avec une sclérose en plaques. Par contre, dans les intestins, ils ont vu une différence significative, une augmentation significative de cellules inflammatoires dans les intestins de personnes avec une sclérose en plaques. Et tout particulièrement des cellules très inflammatoires, qu'on appelle des cellules TH17, qui sécrètent une cytokine qui est pro-inflammatoire. Le nom n'est pas très important, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est qu'alors que dans le sang, on ne voyait pas tellement de différence, dans les intestins, on a réussi à identifier une population de cellules qui était augmentée chez les personnes qui avaient une sclérose. De plus, ils ont essayé de corréler le nombre de cellules intestinales avec l'évolution de la sclérose en plaques. Donc ici, vous voyez les mois après le geste, l'œsogastroscopie, et puis le score EDSS, qui est un score qu'on utilise pour quantifier le handicap dans la sclérose en plaques. On a aussi l'IRM qui nous permet de quantifier si une maladie est calme ou pas calme. Avec tout ça, on essaye d'avoir un score qui s'appelle un score de non-évolutivité, ce qu'on appelle le score NEDA. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est avoir un score NEDA, le score NEDA à 0. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que plus les personnes avaient des cellules dans les intestins, donc là, ils ont regardé le nombre de cellules intestinales et puis le nombre de personnes qui avaient atteint le score NEDA. Puis ce qu'ils voient, c'est que plus, en fait, les personnes avaient beaucoup de cellules intestinales TH17 dans les intestins, moins ils atteignaient cette stabilité de la maladie. Et puis les personnes qui avaient peu de cellules intestinales TH17, plus ils avaient une chance élevée d'atteindre le score NEDA. Donc cette fois-ci, on voit qu'il y a une corrélation entre la sévérité de la maladie ou l'activité de la maladie de sclérose en plaques et puis le nombre de ces cellules pro-inflammatoires dans les intestins. Juste pour aller un petit peu plus loin, parce que là, ça reste une corrélation, dans mon laboratoire, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe si on injecte ces cellules pro-inflammatoires qui reconnaissent la myéline du système nerveux central, donc les cellules qui sont attaquées dans la sclérose en plaques, est-ce qu'on arriverait à retrouver ces cellules en fait dans les intestins? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a différencié dans des boîtes de pétri, donc in vitro, des cellules pro-inflammatoires TH17 qui récapitulent un petit peu les cellules qui se retrouvent dans la sclérose en plaques. On les a transférées à des souris et on sait qu'après 8 à 10 jours, les souris tombent malades et développent des symptômes neurologiques. Par contre, on s'est posé la question où allaient ces cellules les 10 premiers jours, parce qu'on injecte des cellules qui sont très très inflammatoires,
qui reconnaissent que la myéline du système nerveux central, mais les souris, elles mettent 10 jours pour tomber malades. Donc, où sont ces cellules pendant ces 10 jours? Alors, pour résumer, on les a cherchées dans plusieurs endroits. On les a trouvées dans le côlon, ici, ce que vous pouvez voir. Donc là, c'est une image, comme on peut faire en recherche fondamentale. Vous voyez l'intestin d'une souris, avec un bleu, les cellules qui bordent le côlon. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est crypte. En vert, vous voyez les vaisseaux. Et puis en rouge, vous voyez les cellules que nous avons injectées aux souris, qui normalement devaient aller que dans le système nerveux central, que dans le cerveau, puisqu'elles reconnaissent les antigènes que du cerveau. Mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'on trouvait énormément de ces cellules dans les intestins, en particulier dans le côlon. Et de façon encore plus intéressante, on les a même vues à certains moments à l'intérieur des vaisseaux. Certaines ont d'ailleurs une forme comme si elles étaient en train de migrer. Donc en tout cas, notre hypothèse, c'est que les cellules, avant d'aller dans le cerveau, là où elles devraient aller attaquer le système nerveux central, elles transitent par les intestins et elles sont activées dans les intestins. Et elles sont activées aussi en partie avec la flore intestinale. Il y a un dialogue entre la flore intestinale qui est changée quand on injecte ces cellules et puis le développement de la maladie. Et si on a pu utiliser des anticorps qui bloquent l'entrée des cellules dans les intestins spécifiquement, donc c'est des médicaments qu'on utilise pour traiter les colites, comme le vedolizumab, qui est un traitement très similaire au natalizumab ou au Tysabri, que peut-être certains d'entre eux connaissent, qui bloque, donc le Tysabri bloque l'entrée des globules blancs dans le cerveau, mais également dans les intestins. Et l'anticorps qu'on a utilisé, qui est l'équivalent de vedolizumab, qui est utilisé dans les colites intestinales, il bloque l'entrée des lymphocytes que dans les intestins. Et ce que vous pouvez voir ici, donc vous avez les jours après l'injection, les symptômes cliniques de la souris. Donc vous voyez ici en noir et puis en trétillé, les souris qui n'ont soit pas reçu d'anticorps, soit qui ont reçu un anticorps contrôle. Donc vous voyez qu'après 8 jours, les souris tombent malades et elles ont un score qui augmente, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus malades. Par contre, lorsqu'on a bloqué seulement l'entrée des lymphocytes de nos cellules inflammatoires dans les intestins, on arrivait à protéger les souris partiellement du développement de la maladie. Donc ça, pour la première fois, on a pu aller un peu plus loin. Donc d'abord, je vous ai montré que dans la sclérose en plaques et également dans le modèle murin de la sclérose en plaques, on a une dysbiose. Ensuite, que chez les personnes qui ont une sclérose en plaques, dans leurs intestins, on a une augmentation des cellules pro-inflammatoires. Et finalement, si on injecte ces cellules pro-inflammatoires dans une souris et qu'on regarde, on les retrouve au niveau des intestins, et si on empêche cette entrée de ces cellules inflammatoires dans les intestins, ou si on leur donne des antibiotiques pour perturber la flore intestinale, ce que je ne vous ai pas montré, on arrive à réduire la sévérité de la maladie. Maintenant, vous allez me dire, oui, on voit qu'il y a une perturbation de la flore intestinale, on voit que c'est en lien avec les cellules intestinales, mais est-ce que finalement ça a un impact sur l'évolution de la sclérose en plaques, sur les poussées? Tout à l'heure, je vous ai montré une corrélation inverse entre les cellules intestinales et l'évolution plutôt, la bonne évolution de la sclérose en plaques. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres études? Alors, les études ont principalement été effectuées relativement récents, c'est des papiers, des études qui sont sorties dans les 2 dernières années, chez des patients enfants qui avaient une sclérose en plaques. Pourquoi les enfants? Parce que donc à peu près 2 à 4% des personnes qui développent leur sclérose en plaques déjà dans l'enfance ou le plus fréquemment dans l'adolescence. Et chez les enfants et les adolescents, ce sont des maladies très inflammatoires qui font plus de poussées par rapport aux adultes. Donc c'est aussi plus facile de regarder l'impact de la flore intestinale chez ces jeunes patients qui ont plus de poussées, donc on a besoin de regarder moins longtemps pour voir si on influençait la flore intestinale. Et ce que ces chercheurs ont montré, donc cette fois-ci on retourne aux États-Unis, ces chercheurs ont pu montrer qu'en fait il y avait un lien entre la flore intestinale et le risque de développer une poussée chez les enfants. Et ils ont pu identifier certaines bactéries qui étaient plus associées à des poussées et d'autres qui étaient moins associées à des poussées. Maintenant, la question, c'est comment influencer cette flore intestinale. Si on pense que la flore intestinale, elle joue un rôle dans le développement de la maladie de sclérose en plaques, est-ce qu'on a des moyens de l'influencer? Alors, un des moyens, ce serait de faire une transplantation fécale. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être envisagé dans la sclérose en plaques? Alors, aujourd'hui, en Suisse, il n'y a pas d'études cliniques. Ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut vraiment pas le faire tout seul.
avec des moyens, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu fait à la maison. Surtout pas, il y a beaucoup de protocoles, mais il ne faut pas les utiliser. Il faut faire ceci plutôt dans le cadre d'essais cliniques. Alors, il y a un essai clinique en cours aux États-Unis qui s'appelle MS Biome, où ils ont fait une transplantation fécale chez des personnes avec une sclérose en plaques. Ils sont en train de regarder si ça va avoir une influence, un impact sur le nombre de poussées, sur l'évolution radiologique et aussi l'évolution clinique, ainsi que sur des marqueurs sanguins. Donc, c'est une étude qui a été débutée en novembre 2018, dont les résultats sont en attente. Vous voyez ici, ça avait été prévu d'être fini en novembre 2020, mais probablement l'étude est encore en cours. On n'a pas eu de résultats pour l'instant. Maintenant, est-ce qu'il y aurait d'autres façons de pouvoir influencer notre flore intestinale? Parce que l'idée, c'est pas de faire des transplantations fécales, c'est quand même des gestes relativement lourds. On peut le considérer comme un traitement. On ne sait pas encore s'il va y avoir des effets secondaires. Est-ce qu'on pourrait influencer notre flore intestinale par la nutrition? Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, la nutrition. Donc, est-ce qu'il y a une contribution en fait de la nutrition sur les poussées de sclérose en plaques? De nouveau ici une étude pédiatrique qui a regardé s'il y avait un impact entre la nutrition et le risque de poussée. Donc, ils ont fait une étude où ils ont suivi les personnes qu'on appelle de façon prospective, ça veut dire pas rétrospectivement sur des études de dossier, mais ils ont inclus des patients puis après ils les ont suivis par la suite. Donc, ils ont inclus des personnes qui avaient une sclérose en plaques ou un syndrome clinique isolé, c'est-à-dire une pré-sclérose en plaques, chez des enfants qui avaient moins de 18 ans et qui avaient été diagnostiqués dans les moins de 4 ans. Ils ont suivi les enfants pendant maximum 4 ans. Et en fait, quand ils ont inclus les patients, ils ont donné des questionnaires d'alimentation. Ils ont regardé combien de temps ces enfants allaient être suivis jusqu'à la prochaine poussée. Et ce qu'ils ont vu, c'est que chaque augmentation de 10% de graisse saturée triplait le risque d'apparition d'une poussée. Et au contraire, chaque portion équivalente de légumes diminuait le risque d'une poussée de 50%. Donc, ce qu'on a l'impression ici, c'est que finalement, les graisses saturées, c'est des mauvaises graisses qu'on appelle, donc les gens qui vont plus dans les fast-foods, qui mangent plus des frites par exemple, ou d'autres aliments gras, ils avaient une moins bonne évolution que les enfants qui mangeaient plus sainement et qui avaient plus de portions de légumes et qui globalement avaient une alimentation plus saine. Donc c'est une indication que la nutrition joue un rôle, mais ça reste à confirmer sur des plus grandes études. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que les régimes souvent qui sont proposés, alimentaires qui sont proposés pour la sclérose en plaques, donc je vous en ai mis ici quelques-unes, c'est des régimes qui sont en général riches en graisses non saturées et puis riches en légumes, donc qui correspondent bien à l'alimentation qu'avaient ces enfants, qui avaient plutôt une meilleure évolution. Ça, c'était une petite étude. Une autre étude, mais qui est là plutôt un questionnaire d'alimentation, donc dans l'étude nord-américaine, s'appelle NARCOMS, sur plus de 7000 participants. Ils ont également, donc ils ont posé des questions d'alimentation. Ils ont regardé, est-ce qu'ils ont fait des scores, évalué des scores d'alimentation, et plus le score était élevé, plus c'était une alimentation saine. Alors, dans ces études, bien sûr, sur 7000 personnes atteintes de sclérose en plaques, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient des régimes particuliers. Donc, de nouveau, on retrouve le régime de Valls, le régime de Swank, ou d'autres régimes qui n'étaient pas spécifiques à la sclérose en plaques, comme le régime méditerranéen, ou des régimes paléo, qui sont des régimes justement avec plus d'aliments crus et moins d'aliments transformés. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, plus le score d'alimentation était élevé, donc plus il y avait une alimentation saine, donc plus de fruits, en gros, c'est plus de fruits de légumes, plus de céréales complètes, moins de consommation de sucre ou de viande rouge. En fait, c'était associé à une diminution de certains symptômes, comme la dépression sévère, contre les douleurs, contre la fatigue. Il y avait également moins d'atteintes cognitives, donc les personnes avaient moins de plaintes, par exemple, de problèmes de mémoire ou de problèmes de coordination, de faire plusieurs tâches en même temps. Donc là, on voit de nouveau qu'il n'y avait pas une association directe avec un régime en particulier, mais que plus les gens avaient une alimentation saine, moins ils avaient de symptômes d'un sclérose en plaques. Un autre aspect, un aspect que nous sommes en train d'étudier au CHUV, c'est non seulement il y aurait une importance
l'alimentation, donc les aliments que nous mangeons, mais également au moment où les mangeons, ce qu'on appelle la chronobiologie. Donc de plus en plus, vous avez peut-être vu également dans les journaux ou sur les affiches, donc on se demande, manger, oui, mais est-ce que c'est vraiment important? Mais également, à quelle heure est-ce que c'est important de manger? Donc, nous sommes en train de conduire une étude actuellement qu'on appelle FoodMS au CHUV. Peut-être certains d'entre vous ont participé. Donc, une étude observationnelle parce qu'on fait que d'observer, prospective parce qu'on suit en fait, on ne fait pas une étude sur dossier, mais on regarde au long cours ce qui va arriver. Et on demande aux personnes de photographier leur repas et leur collation pendant 4 semaines sur une application de téléphone. En parallèle, nous posons des questions sur l'alimentation, mais également sur la fatigue, le sommeil, l'activité physique. On effectue également des bilans sanguins pour trouver d'autres facteurs métaboliques comme la recherche d'un diabète ou du cholestérol pour essayer de trouver des corrélations entre la chronobiologie, c'est-à-dire le nombre, pendant combien de temps on mange sur la journée. Est-ce que ça a un lien sur l'évolution de la maladie? Et également, bien sûr, le séquençage des selles pour inclure dans ces paramètres la flore intestinale. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on est en train de récolter. Donc on demande aux personnes de prendre une photo de ce qu'ils mangent. On voit ce qu'ils mangent, quand ils mangent, parfois où ils mangent également. Et puis ensuite, vous avez une sorte de phytogramme, donc une photo du moment où les gens mangent. Donc, par exemple, ici, vous avez mercredi, un Wednesday. Vous voyez que la personne a eu son premier repas à 6 heures du matin, qu'elle a été jusqu'à même 22 heures, mais c'était surtout des boissons. Et puis avec ça, vous pouvez regarder sur combien de temps dans la journée la personne a mangé. L'idée, c'est de pouvoir voir si ça a une influence sur la flore intestinale, sur les symptômes de la sclérose en plaques. Nous avons également collaboré, nous faisons partie du registre suisse de la sclérose en plaques, donc nous avons également collaboré avec Nina Steinman du registre suisse de sclérose en plaques, et nous avons inclus dans un questionnaire très important qui est en cours ou qui est bientôt fini, un questionnaire sur l'alimentation dans la sclérose en plaques. D'ailleurs, plus de 1000 personnes ont répondu maintenant. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Nous avons inclus à la fin du questionnaire aussi des questions sur le moment de l'alimentation. Ici en allemand, on demande à quelle heure en fait la personne se lève, à quelle heure elle a pris son petit déjeuner, est-ce qu'elle prend des snacks. Puis à chaque fois, la personne marque à quelle heure elle prend ses snacks, à quelle heure elle va se coucher. Et puis avec ça, on espère que sur 1000 personnes, on aura aussi des données supplémentaires basées sur des questionnaires. Donc ça, ce sont les études qui sont en cours maintenant. Donc dans mon laboratoire, on étudie l'impact entre l'intestin, cerveau dans des modèles murins. Et deuxièmement, ici, avec des participants de notre consultation, avec ce questionnaire, cette étude FoodMS pour voir quand on regarde, quand on photographie ce qu'on mange, regarde ce qu'on mange, mais également quand on mange, est-ce que ça va influencer l'évolution de la sclérose en plaques. Et puis on espère aussi avoir des nouvelles données prochainement grâce au registre suisse de la sclérose en plaques. Donc j'espère peut-être que si on se revoit dans une année ou deux, on arrivera à pouvoir vous répondre aussi à ces questions avec nos études en cours. Donc en conclusion, j'espère vous avoir pu vous montrer que dans la sclérose en plaques, on a une perturbation de la flore intestinale, que cette flore intestinale probablement contribue possiblement aussi au développement de la maladie, possiblement à sa sévérité, qu'il serait peut-être possible de la moduler avec l'alimentation. Maintenant, ce qui reste, c'est vraiment qu'il faut vraiment pas changer l'attitude thérapeutique, c'est-à-dire que c'est important de poursuivre les traitements pour la sclérose en plaques, parce que bien sûr, l'alimentation ou les transplantations fécales ne vont jamais remplacer les traitements médicamenteux qu'on a aujourd'hui à vous offrir et qui sont efficaces pour contrôler la maladie. C'est quelque chose qu'on doit faire en parallèle. On doit faire attention à son hygiène de vie en parallèle de prendre des médicaments si notre neurologue nous a conseillé de les prendre. Voilà, donc j'arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Alors attendez, je vais remettre. Bonsoir, je crois qu'on m'entend là, c'est tout bon. Merci beaucoup merci pour votre présentation, Caroline Pau. C'était très intéressant et j'ai pas mal de questions là qui sont arrivées. Donc j'ai déjà commencé Oui. par
La première, donc, c'est comment remédier à un dysbiose? Alors justement, pour l'instant, c'est compliqué. L'idée, c'est on n'a pas de remède pour l'instant. Probablement, c'est d'avoir une alimentation saine. Donc, ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est qu'il y avait une dysbiose, donc un changement de la flore intestinale chez les personnes avec une sclérose en plaques. Il est possible qu'avec l'alimentation, on arrive un petit peu à la réguler. Mais aujourd'hui, on n'a aucune évidence. Pour l'instant, ça reste vraiment un domaine balbutiant. Enfin, c'est vraiment à son début de la recherche. Donc, j'ai pas de médicaments miracles à vous donner aujourd'hui. Peut-être que la transplantation fécale va montrer pouvant contribuer à rétablir cette flore intestinale. On sait aussi que si la sclérose en plaques est bien contrôlée avec des médicaments, parfois il y a une régulation qui se fait. Et puis autrement, ce qu'on espère aussi, c'est par l'alimentation qu'on pourrait contrôler ce changement de la flore intestinale, à savoir qu'on garde toujours sa flore intestinale, c'est-à-dire que si on veut la changer que par un régime, il faut vraiment avoir un régime strict qu'on continue pendant longtemps. Autrement, on retourne toujours vers sa flore intestinale initiale. Merci beaucoup, Caroline. J'ai une deuxième question intéressante où un participant demande si prendre des probiotiques serait aussi une solution. Est-ce que ça fait partie de solutions? Alors, c'est sûr que ça fait partie des choses qui sont étudiées pour l'instant. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve que de prendre des probiotiques dans la sclérose en plaques peut contribuer à améliorer la sclérose en plaques. On donne toujours des probiotiques après une prise d'antibiotiques. Par exemple, si on a une infection puis on doit prendre des antibiotiques, en général, on redonne des probiotiques pour essayer de refaire la flore intestinale. Mais aujourd'hui, il y a des études en cours, mais je ne peux pas vous donner une étude qui prouve que les probiotiques sont efficaces aujourd'hui. Mhm. Merci. Et justement, est-ce qu'on peut les prendre en étant sous traitement Gilenya, par exemple, ou autre? Oui, normalement, il n'y a pas de contre-indication à prendre des probiotiques. C'est toujours bien de demander à votre pharmacien enfin, la composition du médicament, puis être sûr de vérifier avec lui. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication à prendre des probiotiques avec des traitements de sclérose en plaques, comme le Gilenya. Par contre, on ne sait pas si ça a un effet bénéfique ou pas. Mhm. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que les triglycérides contenus dans la vitamine D3 sont des gras saturés? Alors, la vitamine D, normalement, ne contient pas de triglycérides. Hein. C'est une vitamine effectivement liposoluble, mais normalement, il n'y a pas de triglycérides dedans. La vitamine D, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on encourage vraiment la prise de la vitamine D. Donc c'est presque une hormone finalement, une vitamine liposoluble, effectivement, qui est un dérivé des lipides, mais qui n'est pas une triglycéride. Et on encourage beaucoup les substitutions en vitamine D. On a aussi vu que dans les facteurs environnementaux, les carences en vitamine D favorisent le développement de la sclérose en plaques. Et probablement les personnes qui ont des carences en vitamine D ont aussi des maladies qui peuvent faire plus de poussée. Donc, on recherche toujours agressivement une carence en vitamine D et on la substitue toujours, en tout cas dans notre unité, en cas de carence. Donc, il n'y a pas des mauvaises graisses dans la vitamine D, vous pouvez la prendre sans autre. Merci. J'ai une autre question sur le sel. Donc, est-ce qu'une influence du sel a été mise en évidence en référence aussi à une conférence du mois dernier? Oui, alors le sel, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé il y a quelques années, je vous en avais probablement aussi parlé. On a fortement incriminé il y a oui, je dirais 3-4 ans, 4-5 ans. On a montré dans les modèles murins que les souris qui avaient des régimes riches en sel, elles allaient moins bien que les souris qui n'avaient pas de régime riche en sel. Ensuite, il y a dans certaines cohortes, en particulier en Argentine, les chercheurs ont regardé l'extraction de sel dans les urines et ils ont vu que les patients qui avaient plus de sel dans les urines, ils avaient une maladie plus sévère. Donc, c'était un reflet, en fait, plus ils avaient du sel dans les urines, plus ils avaient du sel augmenté dans leur alimentation, plus ils étaient poussés. Après, ces données ont un petit peu été controversées et des études qui ont été menées par la suite, en particulier par le professeur Capos, n'ont pas confirmé ces données. Donc, c'est vrai qu'on était très enthousiaste pour le sel il y a quelques années. On est un petit peu revenu dessus. Maintenant, ce qu'il faut bien regarder, c'est que si on a une alimentation saine et puis qu'on respecte la pyramide alimentaire,
le sel fait quand même partie des choses dont il faut pas abuser. Donc, je dirais ne pas faire des régimes sans sel stricts parce que là, on risque d'avoir d'autres complications. Mais manger sainement, éviter les plats pré-cuisinés où il y a beaucoup de sel, ça, je pense, ça vaut la peine. Merci. J'ai une autre question sur est-ce que les micronutritionnistes, donc exemple diplôme de l'université de Dijon, peuvent aider pour normaliser le microbiote? Alors là, c'est vrai qu'on rentre dans des domaines encore relativement peu connus. C'est vrai que les médecines complémentaires, finalement les micronutritionnistes, sont souvent restés assez séparés des unités de sclérose en plaques, ce qui est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, de nouveau, je ne peux pas vous prouver que les micronutritionnistes, elles peuvent améliorer ou changer vraiment le décours de la sclérose en plaques. Par contre, je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à les voir et ça peut probablement être aussi bénéfique. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le prouver avec des études scientifiques. C'est vrai que plus on se rapproche entre neurologues, médecine complémentaire, donc au CHUV, il y a aussi toute une unité de médecine complémentaire qui s'est ouverte, pour l'instant plutôt basée sur le traitement de la douleur, mais sur lequel on pourrait rajouter justement tous ces éléments de facteurs environnementaux, dont la micronutrition qui est relativement peu étudiée en milieu académique ou universitaire. Mais les personnes, je pense que si vous êtes avec quelqu'un qui a un diplôme et puis qui n'est pas à l'encontre, je pense que c'est vraiment deux voies que vous devez faire ensemble. Il ne faut pas utiliser une micronutritionniste toute seule en disant que ça va remplacer votre traitement de sclérose en plaques. Par contre, si vous faites les deux en parallèle, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Et de toute façon, ça va aller vers une nutrition plus saine. Donc, c'est plutôt bénéfique. Merci. Donc là, j'ai pas mal de commentaires de personnes qui disent que la présentation est très intéressante et aussi qui demandent si, bon, donc, que ces recherches effectivement ont certainement un certain coût. Est-ce qu'on peut faire des dons? Et est-ce que ces études aussi sont directement à Lausanne ou voilà? Alors les études il y en a certaines que je vous ai montrées qui sont effectuées aux États-Unis, au Japon, donc là c'est différent. C'est vrai qu'il y a des études qu'on essaie de faire de façon internationale, dont on participe pas ici pour l'instant. Et puis par rapport à la recherche qu'on effectue ici au CHUV, c'est vrai qu'il y a la fondation du CHUV. Euh, si vous faites un don aussi là, ça va directement vous pouvez cibler votre recherche en disant on aimerait avoir un don pour la sclérose en plaques. Après, vous pouvez toujours passer aussi par la Société suisse de sclérose en plaques qui nous soutiennent indirectement pour la recherche. Donc, par exemple, l'étude Food MS, elle a été aussi financée et soutenue par la Société suisse de sclérose en plaques. Et le registre également, auquel peut-être certains d'entre eux ont participé, passe aussi par la Société suisse de sclérose en plaques. Donc, je dirais en Suisse, en tout cas, c'est ces deux grandes voies. Si vous voulez soutenir un projet en particulier, c'est plutôt la fondation du CHUV. Et puis, si vous voulez soutenir notre recherche indirectement, la Société suisse de sclérose en plaques nous aide beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et je vais effectivement aussi rebondir là-dessus. Donc, nous, si jamais, voilà, on a effectivement sur notre site internet, on a aussi toutes les coordonnées pour pouvoir faire un versement de dons. Donc, ça se trouve sur notre site internet. Voilà. Ou alors, vous pouvez sans autre aussi appeler notre centrale téléphonique. Voilà, je vais prendre encore une dernière question. Donc là, j'ai une personne qui demande si cette perturbation donc du microbiote est liée à la perméabilité de l'intestin. Alors, en tout cas, c'est probablement des choses qui vont ensemble. Effectivement, on a montré, surtout dans les colites, dans les inflammations des intestins, qu'il y avait non seulement une perturbation de la flore intestinale, mais aussi une augmentation de la perméabilité intestinale. Dans la sclérose en plaques, il y a pas mal d'études, des petites études pour l'instant encore préliminaires, mais qui montrent qu'il y aurait quand même une perméabilité intestinale qui serait aussi augmentée dans la sclérose en plaques. Maintenant, c'est toujours difficile de savoir comment on peut influencer cette perturbation. Personnellement, mais ceci n'engage que moi, je pense qu'il y a effectivement un lien et qu'il y a une perméabilité intestinale qui est augmentée dans cette maladie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de médicament miracle. C'est un peu comme on disait avec les probiotiques ou avec d'autres méthodes. On a
bien sûr, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut influencer cette flore intestinale. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment tous les outils à disposition. Mais oui, pour répondre à la question, je pense qu'il y a une perturbation aussi de la perméabilité intestinale, dont le rôle reste peu connu pour l'instant. D'accord, merci beaucoup Caroline pour toutes ces informations et cette conférence très intéressante, donc qui sera aussi mise en rediffusion sur notre site internet. Donc elle sera disponible sur notre onglet des cours et formations sous les webinaires. Et puis donc moi, avant qu'on se quitte, je vais juste changer d'écran pour aussi juste encore montrer les 2-3 slides. Donc, si vous avez effectivement encore d'autres questions, n'hésitez pas aussi à appeler notre infoline qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h. Donc, vous pouvez sans autre appeler le 0844 737 463. Et puis, à la fin du webinaire, vous aurez aussi quelques questions voilà, auxquelles vous pouvez répondre. C'est un questionnaire de satisfaction. Et si vous avez encore des commentaires à nous faire parvenir, n'hésitez surtout pas. Et donc, on a 2 prochaines dates de prévues sur le mois de janvier à la reprise. Donc, il y aura le 12 janvier, on va faire un webinaire sur la thématique de la sclérose en plaques chez l'enfant. Et on aura aussi une thématique sur l'importance de l'alimentation, justement, avec une diététicienne le 28 janvier prochain. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup aussi, Caroline, pour votre présentation, votre conférence. Et puis, voilà, donc je ne sais pas si vous vouliez encore dire quelque chose avant de se quitter. Merci à la Société suisse de sclérose en plaques d'organiser ces webinaires. Ben, merci aussi à vous. Merci, chers participants. On vous souhaite aussi une belle période de Noël. Et puis, n'hésitez vraiment pas à aller sur notre site internet, voir toute l'actualité de notre programme de cours et formation. Donc, pour l'instant, on a aussi des cours prévus sur l'année prochaine, donc en présentiel. Mais voilà, en fonction de l'évolution, on aura certainement aussi, de toute façon, plus de webinaires. Et voilà, dans la mesure du possible, dès qu'on peut faire quelque chose en présentiel, c'est aussi sur notre page internet. Voilà, donc bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci.